Voilà, 14h00 tout pile. On va essayer d'être ponctuel et respectueux de ce programme, riche évidemment en séquences tout au long de ces 2 jours. Pour celles et ceux que je n'ai pas encore eu le plaisir de croiser, je m'appelle Clément Lessort, je suis journaliste économique et surtout évidemment donc très heureux de vous accompagner durant ces 2 journées. Notamment, les séquences sont nombreuses et mes consoeurs et confrères très mobilisés également pour animer, modérer l'ensemble de ces tables rondes, de ces interviews, de ces rencontres, ces conversations. Donc très heureux de vous accueillir ce mercredi 31 août au Palais des Congrès de Saint-Malo, bien sûr, pour cette 3e édition du Forum économique breton, le premier grand rendez-vous économique, bien sûr, pour le territoire, face à ce décor majestueux, évidemment, qui va aussi nous inspirer à prendre de la hauteur dans ce 3e étage, et puis face à ce grand large. On va parler employabilité et formation, rapprocher la formation, les formations des emplois est souvent d'ailleurs considéré comme un objectif peut-être naturel, légitime, évident pour ceux qui veulent piloter notamment les politiques publiques en faveur de l'emploi et en fonction, bien sûr, des besoins du marché du travail des entreprises. Alors une hypothèse implicite qui est l'existence a priori d'une correspondance parfaite, d'une relation parfaite, d'une corrélation qui devrait permettre aux jeunes et moins jeunes d'ailleurs sortant de ces formations initiales tant que continues, notamment lorsqu'elles sont professionnelles ou qualifiantes, de s'insérer et bien naturellement dans le marché du travail et de répondre aux éventuelles pénuries de main-d'œuvre. On sait qu'il n'en existe pour le moment. Or, les chiffres et les statistiques montrent que cette correspondance n'est pas ou n'est plus la norme. Sans être totalement inexistante, le lien entre formation et emploi apparaît largement distendu, notamment en début de carrière, et semble d'ailleurs peu se resserrer par la suite. Alors la solution magique peut-être serait l'employabilité. Il va en être question durant ces 45 minutes. Ce serait la capacité de chacun à évoluer au sein du marché du travail et puis à trouver un emploi et à le conserver tout au long de sa vie. Mais dans un monde, bien sûr, en mutation, qui exige à chacun la capacité de se réinventer, eh bien, comment faire pour que les collaborateurs conservent au fil du temps leur haut niveau d'employabilité et de quels leviers disposent à la fois les entreprises et puis l'ensemble des acteurs qui vont être représentés autour de cette table ronde. Et pour en parler, merci d'accueillir chaleureusement avec vos applaudissements Thomas Fröhlicher, Marie-Laure Collet, Thierry Geffroy et Forough Datka. Pas de protocole, vous vous installez. Voilà, je le disais, pas de protocole, on fait les choses simplement en Bretagne. Vous installez comme bon vous semble, confortablement. Alors nous avons un défi, je me permets de le préciser, mes amis, c'est que nous sommes en moment de digestion. Donc vous voyez, l'heure critique, c'est 14 heures. Généralement, entre 14 heures et 15 heures, on a une attention qui est quand même concentrée du côté de l'estomac. Donc il va falloir être enlevé. Thomas Fröhlicher, bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes directeur général de Rennes School of Business, et ce depuis 2018. 5000 étudiants sur votre campus, un campus multiculturel, vous nous dites, plus de 90% d'enseignants-chercheurs internationaux et 55% de vos étudiants qui sont étrangers. Vous avez une large présence dans les classements, notamment celui du Financial Times, des meilleurs programmes mondiaux en management, finance et executive education. Ça, c'était pour le patriotisme aigu, mais c'est important de rappeler qu'on a d'excellents acteurs académiques sur le territoire. Marie-Laure Collet, juste à côté de moi, entrepreneuse rennaise et spécialiste du recrutement. Vous êtes depuis 2021 présidente de l'APEC. On profitera de cette casquette, évidemment, pour que vous nous parliez de l'organisation paritaire en charge de l'emploi des cadres et des jeunes diplômés de l'enseignement supérieur. À vos côtés, Thierry Geffroy, président du groupe SAMSIC, groupe familial basé à Cesson-Sévigné, ça se passe évidemment du côté de Rennes, un des leaders du service entreprise en Europe, spécialiste dans le domaine de la propriété, présent dans plus de 25 pays d'Europe et au-delà d'ailleurs, riche de 100 000 salariés, je parle sous votre contrôle, je vais dire 93 000, mais on va arrondir à 100 000 et vous me corrigerez avec un chiffre d'affaires de plus de 2,8 milliards d'euros. À votre droite, Forough Datka, vice-présidente à la région Bretagne depuis 2021. Bien sûr, vous disposez d'un budget, je parle également sous votre contrôle, de 500 millions d'euros, dont 270 pour le seul volet formation. On va commencer avec cet acronyme, on aime les acronymes dans notre pays, CPF, compte personnel de formation. Et à chaque fois qu'on prononce ce mot ou cet acronyme, ça fait hérisser les poils de Thierry. Il lui en reste quelques-uns. Et il réagit... Pas beaucoup. Ne vous moquez pas. Il réagit... Oh, ça me guette aussi, vous inquiétez pas. Et ça vous fait réagir, CPF, et pas comme il faudrait. Alors, bonjour à tous ou à ceux que j'en ai pas eu l'occasion de saluer. Je vais aller dans le vif du propos. Je vais juste faire un petit rappel de la formation sans vous abreuver de chiffres. La formation en France, c'est environ 32 milliards.
45% sont financés par le privé, le restant, donc les 55%, c'est l'État, les régions, les OPCO, le Pôle emploi, etc. Et on a une ingéniosité. Alors la formation, c'est la formation métier, c'est la formation réglementaire et sécuritaire, c'est le développement personnel, et ces dames et messieurs parleront de ces diversités dans la formation, c'est les alternants. Enfin, la formation, c'est un domaine très très vaste. Puis à l'intérieur, il y a ce petit CPF, c'est vrai, qui mérite. Pourquoi ? Parce que le CPF, donc le compte personnel de formation, concerne l'ensemble des salariés. Et ce compte on abonde ce compte d'environ 500 € par an, autant d'années, jusqu'à 5 années. Le problème, c'est que je ne vois pas bien avec 500 € comment on va former les gens, leur créer de l'employabilité, de la montée en compétences. Et Marie-Laure le dira tout à l'heure, le sujet numéro 1 encore aujourd'hui, c'est la rémunération qui fait qu'un salarié prend une motivation première à son emploi et il n'y a pas de gros mots à le dire. Eh bien, si vous cumulez même 5 années, ça ferait donc 2500 €. Mathématiquement, c'est facile à faire. Et le ticket moyen de la formation en France, de ces 32 milliards, c'est 1600 €. Alors, il va falloir me dire comment on forme les gens avec des tickets moyens à 1600 €. Et ce CPF, d'ailleurs, peut-être que sur vos portables, il y a beaucoup de marketing de fait. Venez chez moi, les gens y vont, sont évidemment déçus parce qu'ils font une formation courte durée, prétendant que peut-être ils pourraient, après cela, concourir à un nouveau poste. Depuis quand on forme les gens sur un parcours si court pour leur permettre d'espérer autre chose dans l'emploi? Donc, premièrement, le CPF, il faut l'arrêter. Le saupoudrage, politiquement, ça paraissait certainement bien. Ça devait sûrement provoquer quelques votes positifs pour celui qui l'a inventé. Et je ne suis pas dans un parti pris politique. J'en ai absolument rien à faire. Je suis un homme de terrain, comme certains que je connais ici qui sont chefs d'entreprise. Et nous, on veut former nos salariés pour demain, pour nous et pour la société. La seconde, et après je laisserai la parole, c'est que lorsqu'on fait les CPF et l'ensemble de nos formations, il faut les financer. Les dossiers administratifs, il faut presque être un génie pour les compiler. Pour peu que vous avez oublié une case de cocher, retour à l'envoyeur. On est les entreprises, alors si on a une TPI, ça doit être très compliqué s'il veut former la moitié de ses salariés parce que, le dossier il est compliqué. 2, on est remboursé en moyenne à 120 jours. Même l'État ne respecte pas la LME. C'est foutre de la gueule du monde. Excusez-moi, mais 120 jours. Et encore, j'ai des dossiers chez moi qui sont à plus de 200 jours. Et on finit d'ailleurs par laisser tomber, et on oublie les financements, parce que ça devient trop compliqué de mettre des gens à temps plein pour faire les dossiers de formation. Le troisième point, c'est que pour moi, l'emploi, c'est un problème de territoire. Je ne connais pas toute la France, je peux prétendre assez bien connaître la Bretagne, je la parcours dans ma vie professionnelle depuis 30 ans. Mais je disais, comme une anecdote, que les Malouins ne vont pas travailler à Dinan. Les Dinanais viennent parfois à Saint-Malo. Donc il y avait le pont Saint-Hubert qui les séparait sur la Rance, bien après le barrage, que Loïc Chenet, dont je parlais ce matin. Et on a fait le pont Châteaubriand pour favoriser les déplacements. Aucune mobilité géographique. Ceux qui ont fait ça pour ça se sont trompés. Si ça m'avait interrogé à l'époque les chefs d'entreprise que nous étions, nous le savions déjà. Donc, ce que je souhaite, c'est que demain, les régions qui font très bien leur travail, soit avec des budgets décentralisés, au plus proche de l'emploi, avec une bonne connaissance de leur environnement, de la culture industrielle de leur département, de leur ville, des contraintes liées à un dépôt de bilan, un arrêt d'entreprise, des contraintes liées au domaine routier, et qu'on laisse, je ne suis pas là pour la décentralisation à tout va, mais qu'on laisse les chefs d'entreprise travailler, qu'on permette aux salariés de progresser dans la vie qui est la leur, mais qui est aussi la nôtre, car sans eux, on ne peut rien faire. Donc, on a commencé le propos juste avant de vous rencontrer. Une formation, et pour conclure mon premier propos, simplifiée favoriserait chacun des chefs d'entreprise, mais aussi des apprenants, à se rendre vers. Une décentralisation des budgets de formation serait un bien fondé évident. Et j'ai pas fait l'ENA et je m'en flatte. Et le troisième, avoir un partenariat actif comme on le fait, parce qu'on se connaît. J'ai beaucoup de sujets avec Thomas, avec RSB. On a fait venir à Rennes beaucoup de cadres et d'agents de maîtrise chez lui. Et on a monté des projets ensemble à notre main.
Et ça n'a pas été si compliqué que ça, et surtout, ça a été très rapidement fait. Et on enchaîne, année après année, chaque mois de septembre, plusieurs personnes du groupe Samsic qui vont progresser, et puis peut-être demain qui partiront, mais c'est le jeu aussi de la vie dans la société, et nous, on en est fiers. Et dernier point, et j'arrête après, je vous promets, je crois beaucoup à l'alternance. On a 1000 contrats alternants en France dans le groupe Samsic. J'ai dit aux équipes, et à la RH, il y en a quelques-uns ici, il faut être ambitieux, il faut doubler ce nombre dans les 3 ou 5 ans. Et à près de 45%, ces gens restent chez nous. C'est donc un merveilleux vecteur de recrutement, et de fidélisation, d'appartenance à l'entreprise, de fidélisation. Vive l'alternance. Merci Thierry. Vous avez posé le décor. Forum d'Asca, CPF, fausse bonne idée, jacobine et usine à gaz. C'est comme ça qu'il faut l'interpréter là dans les mots de Thierry. Vous réagissez comment côté région? Évidemment, pour la région Bretagne, la territorialisation, parce que l'emploi, on peut le résoudre que si on peut répondre aux besoins d'un territoire. Et les territoires n'ont pas tous les mêmes besoins, même à l'intérieur de la Bretagne. Ce qui me permet de dire aujourd'hui, la Bretagne se porte bien. En l'année 2022, nous avons plus de 5000 emplois qui ont été créés. C'est une région attractive. Nous recevons 1700 actifs par an, mais ce n'est pas vrai dans tous les territoires bretons. Les actifs que nous le recevons, c'est plutôt à l'est de la Bretagne et plutôt dans le pays de Rennes, et que nous n'avons pas les mêmes problématiques au centre de Bretagne. À partir de là, mais bon, évidemment, si je dis se porte bien la Bretagne aussi a les mêmes problématiques qu'ailleurs, c'est-à-dire les problèmes des matières premières, les problèmes d'énergie, les problèmes de main-d'œuvre. Et c'est sur ce paradoxe-là que nous devons travailler. Nous avons des emplois qui se créent, on va dans certains territoires type Vitré, nous sommes à plein emploi, mais parallèlement, nous avons aussi le nombre de demandeurs d'emploi qui reste quand même assez fort. Qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce que la région peut faire dans ce contexte-là? Parce que c'est quand même le domaine de la formation. En France, c'est un domaine très complexe, très peu lisible. Il y a un enchevêtrement des acteurs et des textes administratifs, etc., qui rendent les problématiques un peu plus complexes. Dans ce cadre-là, la région Bretagne dit, moi je travaille sur plusieurs leviers, parce que si on part de ce postulat, la qualification des citoyens garantit le développement économique d'un territoire. Donc nous intervenons sur la formation des individus, en offrant des formations de premier niveau de qualification. Et là, on dit chaque personne en Bretagne, pour avoir le premier niveau de qualification, ne doit pas faire plus de 15 km. Et ensuite, des formations très qualifiantes sur plusieurs secteurs, 14 secteurs d'activité en Bretagne. Mais ce n'est pas suffisant parce qu'il faut travailler aujourd'hui avec l'attractivité de l'emploi, accompagner les entreprises. Quand on parle de l'attractivité de l'emploi, évidemment, la première chose qui vient à l'esprit, et c'est justifié, c'est le salaire. Là-dessus, la région Bretagne n'a pas de main, on n'a pas de... on n'a aucun rôle à jouer. En revanche, heureusement que vous n'imposez pas les salaires effectivement aux entreprises, parce que là, ça deviendrait compliqué. C'est une autre économie, ça. On n'est pas non plus dans les négociations salariales avec les partenaires. Heureusement. Par contre, là où on peut intervenir, c'est de dire comment on peut, vous l'avez dit, sur la mobilité, sur le logement, sur la garde d'enfants, comment on peut, les freins périphériques à l'emploi, on pourrait apporter des solutions pour résoudre. Et enfin, on parle beaucoup sur le sens du travail. On dit aujourd'hui, les jeunes, les actifs n'ont pas le même rapport avec le travail que la génération précédente. Mais quand on dit ça, ça veut dire quoi exactement? Et notamment après le Covid. Il y a deux éléments qui rentrent, les études le montrent. Un, le travail pour les individus, c'est une source d'épanouissement personnel. Et deux, il faut que le travail n'ait pas un impact négatif sur l'environnement et tout ce qu'on est aujourd'hui très sensibilisé sur la crise environnementale. Quand on dit ça,
C'est-à-dire que les entreprises qui ont fait des travaux importants dans les RSE, dans leur engagement dans cette crise climatique, ont beaucoup moins de problèmes de recruter que ceux qui sont encore à la recherche de faire comment. Donc la région accompagne RSE de l'engagement dans le société environnementale et sociétale voilà. Et donc troisième chose sur laquelle intervient, sur les territoires. Comment nous accompagnons les territoires. Et là je rejoins parfaitement, c'est-à-dire il faut qu'on travaille collectivement ensemble. Donc nous avons 14 commissions bassins d'emploi avec tous les acteurs concernés pour trouver des solutions concrètes avec des formations, par exemple, pour illustrer mon propos, des formations sur mesure des entreprises qui viennent nous voir en disant « Moi, il me manque tellement d'œuvres et je n'ai pas de formation pour ça », on est en capacité de les mettre en place très rapidement. Marie-Laure Collet, est-ce qu'on peut rêver un jour, ou c'est un vœu pieux, vous allez nous le dire, d'un choc de simplification, justement pour revenir à la lisibilité impossible, je parlais d'une usine à gaz, de ce fonctionnement de la formation, avant même de parler d'employabilité? Est-ce qu'on peut rendre les textes moins bavards? Est-ce qu'on peut diminuer le nombre d'intermédiaires et d'acteurs, ou des intermédiaires en tout cas, pour que ce soit plus simple et qu'on aille effectivement dans la vocation qui est première, c'est l'employabilité? Alors ce n'est peut-être pas à moi de le dire, puisque je pense qu'effectivement c'est un gros sujet que le ministère du Travail doit prendre en compte. D'ailleurs, ce qui me permet de dire que lors de mes échanges en tant que présidente de l'APEC avec le ministre du Travail, c'est de vraiment faire en sorte que la formation, notamment la formation professionnelle, revienne dans le giron du ministère du Travail, ainsi que l'orientation, parce que depuis la loi Pénicaud de septembre 2018, la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, évidemment qu'on peut être orienté et réorienté tout au long de la vie. Donc cette question de l'orientation et de la réorientation, une fois qu'on a fini sa formation initiale, est vraiment un sujet d'employabilité corrélé. Donc c'est un sujet de ce ministère. Alors pour la simplification de la formation, en fait, malheureusement, on est tous perdus entre ces secteurs d'activité, ces silos de métiers, alors qu'on parle de transférabilité de compétences, de transversalité dans l'entreprise. Et moi, j'aime à dire que la formation demain, ce sera une compilation de blocs de compétences et que les blocs de compétences qui viendront enrichir le parcours d'un salarié lui donneront une employabilité qui lui permettra aussi d'être adaptable à des typologies d'entreprises, à différents secteurs d'activité, parce qu'aujourd'hui, nos économies s'accélèrent dans leur façon de fonctionner, dans leurs organisations, mais aussi dans leurs outils. Et quand on parle d'employabilité, on parle de formation continue, elle est nécessaire. Alors justement, j'ai repris la définition de l'employabilité et je vais vous la lire parce que chaque mot est important et ça me semble important de travailler la sémantique. C'est la capacité de l'employabilité, c'est la capacité individuelle à acquérir et à maintenir ses compétences pour trouver ou conserver un emploi et s'adapter aux nouvelles formes de travail. Donc, il ne faut pas oublier aussi que c'est de la responsabilité de chaque salarié. Évidemment, l'employeur doit créer les conditions optimales pour que cette employabilité soit maintenue tout au long de la vie. Donc, quand on parle de ça, si on commence un métier dans une entreprise, si cette entreprise évolue, et notre ministre Olivia Grégoire le disait hier, toute grande entreprise a commencé son parcours en étant une PME, puis devenir une TI, etc. Donc, si on veut maintenir dans l'emploi et fidéliser ses collaborateurs, on doit lui permettre d'acquérir des blocs de compétences, mais aussi de changer de métier à l'intérieur même de l'entreprise. Donc, en fait, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, le besoin de formation de nos collaborateurs doit être désiloté. Et j'ai une petite critique par rapport justement au champ de la formation, et on en parlait avant cette table ronde, c'est ce marketing outrancier qui est fait auprès des modules de formation, ce qui fait qu'on s'y perd. Alors, vous rajoutez, ne contribue pas à la lisibilité, en plus. Comme le disait Thierry, vous venez rajouter la complexité du CPF là-dessus.
Alors déjà, les parents qui ont des jeunes enfants qui vont mettre dans des filières sont extrêmement angoissés à l'idée de dire est-ce que si j'oriente mon fils vers l'école de Thomas Fröhlicher ou ma fille, est-ce que il va avoir un débouché et un emploi pérenne, parce qu'on est encore dans cette représentativité de l'employabilité, plutôt que de finalement dédramatiser et dire il nous faut des socles de compétences. Déjà les compétences de base, hein. Aujourd'hui on n'a plus 3 compétences de base, mais on en a 4 quand on est jeune: lire, écrire, compter et maintenant coder, hein. C'est vraiment à prendre en compte. Donc ça, ce sont des compétences de base, et ensuite c'est un agrégat de compétences, et du coup il n'y a pas de parcours unique de métier et de formation, il y a des parcours multiples, et là encore ces parcours multiples se dessinent au fil des années en fonction de l'écosystème dans lequel on vit. Et là encore, il faut battre en brèche les généralités. Quand on parle d'employabilité ou de grands mouvements, il faut différencier la CSP ouvrier, la CSP étam et la CSP cadre. Parce que même quand on parle de mobilité, on sait très bien que la mobilité d'un cadre n'est pas la même que la mobilité d'un ouvrier. Et quand on sait que quand on fait une moyenne, la mobilité géographique... Vous parlez mobilité géographique. Mais les on deux, va y revenir. Les deux, parce que la mobilité géographique, quand vous habitez, comme le disait Farouk, au centre-Bretagne, quand on vous fait croire à Paris que vous allez changer 40 fois d'entreprise dans votre vie professionnelle, celui qui habite à Carhaix se dit, moi, comment je fais pour changer 40 fois d'entreprise dans ma vie, alors que ma mobilité est en moyenne de 11,2 km autour de mon foyer, c'est inentendable. Évidemment, quand vous habitez à Paris intramuros, vous pouvez mieux le comprendre. Donc, les généralités sont à battre en brèche. De la même façon, on parlait de sens au travail pour la recherche d'un emploi, ça fait rêver tout le monde. Mais lorsque l'on a fait notre étude APEC fin 2021, donc c'est pas si vieux que ça, le premier critère à 52%, ça reste la rémunération. D'accord ? Le deuxième critère, ensuite, à 49%, c'est l'intérêt des missions. Le troisième critère, c'est tout de suite après, à 42%, la mobilité. Mobilité dans l'emploi et mobilité géographique contrainte ou choisie. Le dernier des critères est lié, et ça va vous étonner, à la notion de l'investissement de l'entreprise par rapport au développement durable. Donc moi, j'ai été quand même très étonnée, à hauteur de 12%. Donc je vais demander à ce qu'on refasse une nouvelle étude réactualisée à la fin 2022 pour savoir par rapport à ce que l'on vient de vivre ces 4 derniers mois, est-ce que ce dernier critère va remonter dans les choix d'entreprise. Voilà. Et puis je vais finir, mais peut-être pour lancer la discussion auprès de Thomas. Moi, j'ai participé à une table ronde hier soir aux universités d'été des entreprises durables, dont le titre était suite à la grande démission, y aura-t-il une grande réorientation? Voilà, donc ça, et notamment vers les emplois verts. Je vous remercie de faire mon travail. En plus, Marie-Laure Collet, si vous assumez la conversation. Thomas Fröhlicher, si j'inscris mon enfant, en l'occurrence ma fille, chez vous, est-ce que vous lui garantissez un emploi à la sortie de votre formation, comme Marie-Laure Collet le précisait éventuellement? Parce que ça m'angoisse en tant que père, évidemment, de cette jeune fille intelligente. Bon, je pense qu'il faut le rappeler. Enfin, une grande école aujourd'hui, il n'y a pas de définition d'ailleurs déposée. Hein, c'est un titre qu'on peut utiliser, mais il y a une conférence des grandes écoles qui observe tous les ans les résultats, notamment dans des situations où on a des crises. Hein. On peut aujourd'hui, oui, dire qu'on est au rendez-vous de l'employabilité. Vous avez parlé de 5000 étudiants. Moi, je soulignerais plutôt qu'on diplôme 2000 étudiants tous les ans. C'est des programmes de 2 ans ou 3 ans. 2000 étudiants. Au passage, 20% d'entre eux, j'anticipe peut-être d'autres questions, travaillent en Bretagne, travaillent dans la région. Il ne tient qu'à nous, employeurs et écoles, de faire en sorte qu'ils connaissent encore mieux les belles entreprises du territoire. Et là, par contre, je veux bien prendre ma part en disant qu'on fait peut-être pas encore assez ce travail. Mais donc, plutôt que de parler des 80% qui partent, moi, je retiens les 20% qui restent. Et quand vous faites 20% de 2000 étudiants, ça fait quand même 400 personnes qui, tous les ans, viennent enrichir le tissu économique et viennent travailler dans différents types d'entreprises dans la région ou dans les entreprises de la région plus au lointain, ce qui est possible aussi. Ça, c'est un premier élément rapide que je voulais souligner. Donc oui, je pense que l'employabilité, elle est là. Je ne vois pas comment on peut prétendre à ce titre de business school et de grande école de management sans garantir cet élément-là.
On connaît l'investissement financier des parents, des familles dans des écoles qui ont un coût. Ça coûte combien une année chez vous? Qui est celui des formations. C'est le coût de la formation donc, que vous retrouvez dans des frais de scolarité. C'est-à-dire entre 8 et 9 000 euros pour une formation bachelor qui est et 13 000 euros en formation master. Voilà. C'est comme ça, mais c'est le coût d'une formation. La question, c'est comment vous la financez. Okay. Oui, donc il vaut mieux avoir un emploi à l'issue pour pouvoir rembourser éventuellement si vous avez fait un emprunt ou un Oui, crédit. mais c'est bien le sens qu'il faut donner à ça, et puis en même temps, s'assurer que tous les étudiants qui sont pris dans nos écoles peuvent y rentrer. Je pense qu'on convergera tous pour dire que ce serait insupportable un jour qu'un étudiant ne puisse pas le faire pour des questions de manque de financement, ce qui n'est pas le cas. La deuxième chose, et ça rejoint ce qui a été dit, il y a une notion qui est capitale pour réaliser ça, quel que soit d'ailleurs l'acteur d'une formation, et ça va me rapprocher aussi de ce que disait Thierry dans notre collaboration avec SAMSIC, c'est la notion de compétence, quoi. Elle s'impose aussi bien du côté du ministère du Travail que du ministère de l'Enseignement supérieur, ce qui est une excellente nouvelle. Et on a même découvert l'an dernier sur la question de l'apprentissage et de son financement, qui reste un sujet d'inquiétude à l'occasion de cette rentrée, comme de manière générale l'ensemble des financements de formation professionnelle, qu'en fait les deux ministères avaient décidé de se parler et avaient décidé de travailler ensemble. Ça, c'est une des belles nouvelles de l'an dernier. A contrario, ça veut dire qu'ils ne le faisaient pas auparavant, ce qui nous avait un petit peu surpris quand il s'agit de savoir. Alors, ce qui nous réunit tous, en fait, c'est l'idée de savoir quelles compétences on attend des futurs collaborateurs, des futurs managers. On sait très bien, on l'a beaucoup entendu dans la journée, notamment ce matin, à partir de ce qu'a dit le président de la région, Loïc Chenet-Girard, et du débat qui a suivi, qu'on doit apprendre en fait à nos managers à gérer une performance. Donc c'est bien une performance économique, mais en même temps une performance économique durable et globale. Et ça change vraiment la donne, et ça concerne tous les métiers, tous les emplois. Ce n'est pas que le dirigeant qui est concerné. Le contrôleur de gestion qui doit travailler dans une entreprise comme celle dont on entendait parler tout à l'heure, et je pense que c'est pareil chez toi du côté de SAMSIC, il sait qu'il mesure une performance économique, mais que dorénavant, il va aussi avoir des indicateurs à mesurer qui sont d'une autre nature. Donc l'idée de compétences nous réunit, de savoir définir les compétences qui sont attendues, qui vont être mesurées à la fin d'une formation, sur lesquelles justement se joue l'employabilité. Là, il faut professionnaliser cette démarche-là. Ça me paraît vraiment essentiel. Ça me permet de dire que nous, ce qui nous apprend beaucoup, c'est justement ces collaborations avec des entreprises, notamment de grandes entreprises, qui sont capables de nous dire ce qu'elles attendent de nous quand on fait de la formation professionnelle ou de l'exécutive. Et je terminerai juste non, parce que j'ai une question pour vous, assure. En soulignant, Merci. Thierry a eu la gentillesse de nous rappeler qu'on avait travaillé ensemble. Il faut savoir que nous, ça nous a énormément challengé de répondre à une sollicitation comme celle d'un groupe SAMSIC, mais aussi d'autres grandes entreprises, parce que vous savez vraiment ce que vous attendez, c'est très précis, c'est très ancré dans l'entreprise, et ça demande vraiment un travail. Je pense que c'est là qu'on apporte vraiment quelque chose aussi, dans un secteur qui en fait est la plus forte augmentation de l'activité de nos écoles, l'executive education ou la formation continue. Bon, justement, est-ce qu'il vous arrive, Thomas, de vous réveiller la nuit en vous demandant comment est-ce que je vais faire pour faire adhérer aux thématiques de la région et quelles sont, et aux des entreprises bien entendu, on a bien compris que vous discutiez avec Thierry et sans doute avec d'autres entreprises, j'espère, quelles sont les thématiques, de quoi ont besoin les entreprises aujourd'hui sur le territoire pour ces 20% et gageons que ce chiffre, cette part augmente pour les territoires bretons. Alors, la réponse est oui. La réponse est oui. Oui, vous réveillez la nuit. Je me réveille souvent la nuit. Bon, parfait, impeccable. Ça, c'est la première partie de la réponse. Plus sérieusement, oui, on a justement, il y a 4 ou 5 ans, adopté une stratégie qui a considéré en priorité les spécialisations de la région. Je reprends l'idée de Smart Specializations et les différentes couleurs qui vont derrière. Quel sujet, quelle thématique? Les sujets, c'est quoi finalement pour nous? Aujourd'hui, c'est l'agri, c'est l'agrobusiness. Bon, ça on est d'accord. Très Tout important. va bien jusque-là en Bretagne, oui. Avec des collaborations avec l'Institut Agro, avec l'ESA, du côté d'Angers. C'est tout ce qui touche au digital, au numérique. C'est ce que l'intelligence artificielle ou numérique transforme dans les entreprises, ou alors tous nos métiers, quelque part, à reconsidérer. La supply chain, la logistique, sa sobriété. Le sujet avait déjà été posé sur la table il y a bien longtemps. Je pourrais en témoigner, on parle de 2018-2019. La sobriété d'une supply chain et l'intégration, évidemment, aussi de l'intelligence artificielle. La cyber, parce qu'on doit manager la cyber, on doit manager le risque cyber. Et de manière générale, je dirais la transformation
sociétale dans laquelle on est pleinement engagé. D'ailleurs, on a la chance de bénéficier de la confiance de la région pour développer des programmes autour de ces différents enjeux et avec The Land, qui est un partenaire qu'on apprécie, un travail autour de la RSE où on forme là des cadres et des dirigeants. Évidemment, ça revient aussi sur notre formation initiale. Bon, et je vois quelque chose derrière vous qui pourrait ressembler à un océan. Est-ce qu'il y a des sujets autour de l'océan, l'économie bleue? Ça, c'est un truc aussi, parce qu'on est en Bretagne, et le littoral a quelques sujets là-dessus. Alors, Parce qu'on forme, et ça va vers le sujet d'ailleurs de Marie-Laure Collet qui disait une économie verte. Bon. Je pense que du vert au Oui. bleu, en réalité, il n'y a qu'un pas. Parce que dès que Effectivement. vous rentrez dans le sujet de l'arbitrage entre l'agriculture et l'énergie, les nouveaux modèles de production dans le domaine de l'agriculture, les entreprises agribusiness, très vite vous arrivez dans une finance qui se veut plus durable, dans une supply chain qui est plus sobre. Et le bleu, finalement, il est à partir de là à saisir. Et pour nous, c'est surtout l'occasion aussi de jouer dans un écosystème breton dans lequel on a pu rencontrer de multiples partenaires, parce que toutes les thématiques qu'on discute et les compétences auxquelles on se réfère, elles ne sont pas en silo, elles ne sont pas disciplinaires, et elles obligeront de plus en plus à être transversales, transdisciplinaires. Les entreprises se foutent de savoir ce qu'est la typologie de mes disciplines en sciences de gestion. Vous voyez, c'est pour parler avec les mots académiques 2 secondes. Ce qu'elles veulent, c'est que je réponde à leurs sollicitations, que je réponde aussi à leurs attentes. Et la région, j'imagine, qui attend de nous qu'on participe activement dans ce qu'on sait faire à finalement des requalifications ou un surcroît de qualification. Et j'espère aussi, et ça c'est peut-être un message important, moi que je viens chaque fois au FEB en parlant, on a quand même la chance d'avoir plus de 600 étudiants qui viennent de l'étranger pour faire leur vie professionnelle, au moins en Europe. Il y en a 30% qui restent en France. Ils ont peut-être un tout petit déficit de maîtrise du français, mais je pense qu'ils ont par contre de très très fortes compétences et une motivation dingue que vous retrouverez rarement, parce que ce sont des jeunes qui ont fait 10 000 km pour venir étudier ici. Et c'est pas pour rien, quoi. Bon, vous êtes en train de dire que nos entreprises bretonnes ne savent pas les accueillir? C'est en sous-main, c'est ça? Entre les lignes? Je pense qu'on perd trop de talents qui vont aller en Allemagne, à Paris, à Amsterdam, et qui n'ont aucun a priori à s'installer dans ce qu'on appelle une région. Parce qu'évidemment, quand on est français, on a ce petit tropisme qui reste encore, auquel on travaille tous ensemble contre, hein, mais Paris reste de la France. Eux, ils se foutent de tout ça. Pour eux, Rennes, vue d'Inde, vue d'Amérique latine, c'est une certaine France, en fait. Hein. C'est la France du Grand Ouest qui les attire énormément. Thierry Geffroy, qualité du dialogue, on se le dit aujourd'hui parce qu'on s'entend bien et que tout va bien, on a envie de dire que tout va bien, mais le dialogue est au rendez-vous entre les différents acteurs pour que ça marche? Ou ça grippe encore un petit peu? Je vais dire franchement oui, c'est pas pour être démagogue, oui. Dans la région Bretagne, les différents acteurs qui croisent le fer avec le groupe, ça se passe plutôt très bien. Juste simplification et laissez-nous gérer nos territoires. Et savoir gérer son territoire, c'est pas être contre celui du voisin. Ça n'a rien à voir. On peut se concentrer sur soi-même et être ouvert aux autres. C'est pas antinomique. Et on avancera beaucoup mieux ainsi. Et avec une meilleure lisibilité de la formation pour les apprenants, ce sera aussi très bien. Marie-Laure Collet, il y a une idée reçue, peut-être celle qu'on est dans le plein emploi. On va le redire, 5,8 aujourd'hui pour la région Bretagne, en dessous de la moyenne nationale. Il y a des disparités, des singularités en fonction des bassins d'emploi. Foroff l'a dit il y a un instant. Est-ce qu'on se trompe en pensant qu'on est dans le plein emploi et qu'on n'a pas besoin de travailler sur ces sujets d'employabilité? Finalement, cette table ronde n'aurait pas lieu d'être parce qu'il suffit de traverser la rue pour avoir un travail. Alors, le plein emploi, c'est un objectif, mais on est loin du plein emploi. Quand vous avez à l'échelle nationale encore 7,4% de chômeurs, on ne peut pas se targuer du plein emploi. Je parlais de la Bretagne en l'occurrence. Oui, mais j'y viens. Nous, en Bretagne, on a une chance inouïe. On a déjà énormément de secteurs d'activité. On est une région très dynamique. Vous venez de l'évoquer, on est une terre de réseau. Moi, j'ai eu la grande chance d'être vice-présidente d'un réseau magnifique qui s'appelle Produits en Bretagne, qui a parlé du circuit court bien avant que la terminologie du circuit court n'existe. Nos achats font nos emplois, c'était un slogan des premières années de cette association. Comme le disait Thierry, nous parlons. Nous travaillons en bonne intelligence. Nous avons beaucoup d'associations qui se parlent entre elles. Donc ce dynamisme, forcément, favorise, avec ces secteurs d'activité, une dynamique de l'emploi. Néanmoins, je tiens aussi à dire qu'on oublie trop souvent la macroéconomie et qu'il y a encore 5 ans, on voyait dans les médias, dans la presse, parler du papy-boom. Comme par hasard, depuis le Covid, plus personne ne parle du papy-boom. Mais on a les 2 pieds dedans. Si
tous les secteurs d'activité, si tous les métiers sont en tension, quel que soit son niveau d'expérience, c'est que nous sommes en plein dans cette crise du papy-boom. Nous avons eu un coup d'arrêt en mars 2020 de l'économie. Tout le monde est d'accord pour le dire. Donc nous avons eu un plongeon de nos emplois. J'ai le directeur régional de Pôle emploi face à moi. Il y a eu ensuite une économie qui est repartie à 200%, donc avec des taux de croissance qui oscillaient entre 6 et 8%. Eh bien, quand vous avez toutes les entreprises, dans tous les secteurs, sur toutes les CSP qui se mettent à rechercher des compétences en même temps, eh bien, forcément, l'effet papy-boom devient extrêmement visible. Et donc, on est en train de dire, oui, comment est-ce qu'on peut faire pour attirer les talents Mais quand il n'y en a pas par rapport aux besoins de l'entreprise ou des entreprises, forcément, c'est qu'il y a quelque chose de structurel. Et moi, je ne fais pas de politique, mais quand le candidat François Hollande dit en 2012, je vais inverser la courbe du chômage pendant mon quinquennat, bah, évidemment, il peut le dire puisque c'est mathématique. Bon, malheureusement pour lui, il s'est pris tout ce qui s'est pris, mais donc c'est arrivé un petit peu plus tard. Et dans la définition du papy-boom, on sait que la définition du papy-boom dit que ça va durer jusqu'en 2025, mais avec l'allongement de la vie professionnelle, ça va plutôt durer jusqu'en 2030. Donc il faut dès à présent, puisque nous ne sommes qu'en 2022, repenser nos organisations, repenser nos façons de recruter, et qu'on arrête de chercher l'expression que je déteste, le mouton à 5 pattes, qu'on cherche des gens qui ont des compétences, qui ont des aptitudes, qui ont une personnalité. Et je redis la formule que je dis depuis plusieurs années, et pardon pour ceux qui m'ont déjà entendu le dire, curriculum vitae, ça ne veut plus dire parcours de vie, on n'en a rien à fiche, ça veut dire compétences et valeurs. Et en fonction des compétences et valeurs d'un individu, on y met notre cahier des charges en tant que chef d'entreprise, et surtout notre culture d'entreprise. Et quand on est capable de faire ce mariage, eh bien on est capable d'attirer les gens à partir du moment où on reste honnête intellectuellement entre le cahier des charges qu'on expose et après la vraie vie dans l'entreprise. Marie-Laure Collet, avant d'attirer les gens dans son entreprise, il faut les attirer sur son territoire. Est-ce qu'il y a une autre idée reçue aujourd'hui de penser, très naturellement, parce qu'on aime ce beau paysage notamment, que la Bretagne continue d'être très attractive, et notamment envers les jeunes? Mais la Bretagne est attractive. Je pense que oui, la région Bretagne a fait beaucoup d'efforts depuis des années pour renforcer cette notion d'attractivité. Néanmoins, c'est mal connaître la sociologie de l'individu et notamment de son postulat par rapport à son emploi que de penser que parce qu'on va mettre des outils d'attractivité, on va le faire venir. Évidemment, vous allez faire venir plus facilement un cadre qui va être peut-être qui va avoir déjà les moyens de mettre en branle un déménagement familial. Vous allez être moins enclin à la mobilité quand vous gagnez le SMIC. Et alors, après, quand la sociologie embarque les familles recomposées, les gardes partagées, ben aujourd'hui, vous ne partez pas à 500 km de votre ex-conjoint parce que vous avez des enfants avec une garde alternée. Donc, l'attractivité et le marketing territorial ne résolvera pas les problèmes d'employabilité. En revanche, continuer à faire fourmiller nos territoires dans leur plus fine échelle, et vous le disiez, que l'ouest de la Bretagne, qu'il y a un accent mis sur l'économie des territoires dans l'ouest de la Bretagne, c'est essentiel. Parce que quand vous perdez votre emploi à l'est de la Bretagne, peut-être que vous avez plus de mal à retrouver dans un rayon acceptable avec ces problèmes d'énergie aujourd'hui, parce qu'il faut mettre aussi encore du carburant dans sa voiture, et il n'y a pas le train et le métro dans toutes les contrées bretonnes, eh bien, vous avez certainement plus de mal que quand vous êtes effectivement dans le centre de Rennes à retrouver un emploi. Mais quand on a un taux de chômage à 5,8%, quand au niveau des cadres, ben, vous avez effectivement là quasiment temps au plein emploi en Bretagne, eh bien, évidemment, les entreprises doivent repenser leurs organisations. Moi, je ne crois plus qu'on changera tous les 3 ans de territoire pour trouver un emploi, notamment pour les cadres. Ça, c'était vrai il y a 20 ans. Aujourd'hui, on aime à être sécurisé aussi par rapport au réseau
que l'on a tissés, qu'ils soient amicaux, qu'ils soient familiaux, qu'ils soient au niveau professionnel, et qu'on aime cette stabilité. Moi, je vois dans cette salle des gens que je vois depuis 3 ans. Eh bien, c'est sécurisant aussi d'être sur ces territoires. C'est pas pour ça qu'on a des œillères et qu'on va pas voir à l'extérieur et qu'on ne tire pas sa richesse de l'extérieur. Moi qui, aujourd'hui, sillonne la France avec mon mandat à PEC, je vois ô combien la région Bretagne a cette chance, notamment sur l'employabilité, et je crois qu'on n'a pas besoin d'en faire davantage pour dire qu'il fait bon vivre en Bretagne. Bon, alors, Farouk Dafka, tout le monde n'a pas ce paysage-là, évidemment, en Bretagne. Comment est-ce qu'on fait pour rendre attractifs des territoires? Vous êtes, évidemment, au contact de ces entrepreneurs dans ces territoires qui sont plus centraux, par exemple, pour ne pas les citer. Comment est-ce qu'on fait pour les pourvoir en main-d'œuvre, ou en tout cas pour contribuer à leur attractivité? Quand on sait que la mobilité est compliquée aujourd'hui, même pour des jeunes de moins de 40 ans, et Marie-Laure Collet ne cesse de le répéter. Il y a plusieurs choses sur lesquelles on peut avoir des leviers d'action. Aujourd'hui, un problème aussi fort que peut-être l'énergie sur laquelle nous sommes confrontés, c'est le logement, c'est de pouvoir se loger. Donc, sur lequel on peut travailler avec d'autres collectivités pour avoir des propositions, d'avoir pour des stagiaires de formation, pour nos étudiants et aussi pour les cadres. Et notamment Action Logement, la dispositif d'Action sur logement. Mais logement comme autre chose. Aujourd'hui, personne n'est capable de faire seul, apporter une solution seul. Et on arrive au problème originel, c'est-à-dire il faut travailler collectivement sur un territoire donné. Toutes les collectivités au niveau institutionnel, mais les entreprises, les citoyens, les associations, voilà. Donc, problématique de logement. On en a parlé sur les gardes d'enfants, sur la mobilité. Nous avons aussi, quand je dis ça, ce n'est pas que des slogans. Nous avons fait déjà, par exemple, sur la mobilité, avec d'autres collectivités, avec les associations, de mettre en place des moyens d'aller chercher les demandeurs de l'emploi, parce qu'ils n'avaient pas le moyen de transport pour aller à leur centre de formation et après, sinon pour son travail, d'aller les chercher et de les ramener. Donc, d'ailleurs, aussi, c'est une solution par rapport au prix de carburant et aussi énergétique. Donc, sur ces leviers-là, on peut travailler à court terme. Mais je voudrais intervenir aussi sur quelque chose de plus à moyen terme. Et ce n'est pas que la Bretagne, c'est pour la France. C'est sur l'orientation, en fait. Parce qu'on voit bien que le problématique... Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe en France? Les jeunes, pour 70%, ils ont leur orientation au sein de leur famille. C'est-à-dire les familles qui sont formées, informées, etc., peuvent mieux guider leurs gamins que les familles qui n'ont pas ça. Donc là, une problématique. Deuxième, c'était un problème de vision. Dans les années 2000, la France, comme par ailleurs, ils ont dit, voilà, l'avenir du monde, c'est la financiarisation de l'économie. Et donc, on a pratiquement éliminé, sinon, on a mis ça comme seconde catégorie, tout ce qui est industriel, des formations industrielles. Et on arrive aujourd'hui à quelque chose, à deux mondes qui ne se côtoient pas, le monde de l'éducation et le monde d'entreprise et de l'industrie. C'est sur lequel il faut qu'on travaille. Il y a une réforme en 2018 qui ont donné la responsabilité de l'information sur l'orientation aux régions. Mais là, encore entre parenthèses, à chaque fois qu'en France on fait une réforme de décentralisation, c'est toujours, on reste au milieu des gués. Parce que la région informe sur les orientations, sur les métiers et les formations, mais elle ne peut pas agir sur le public scolaire. Donc, c'est ça qui reste compliqué. Donc, l'orientation, et là, il faudrait travailler à ce que le monde d'entreprise s'ouvre à l'éducation. Et là, je rejoins ce qu'elle a dit Marie-Laure, c'est qu'il faut aussi, les entreprises acceptent qu'on ne peut pas avoir des surmesures qui sortent de l'éducation. Il faut accepter qu'il y ait des prêt-à-porter, c'est-à-dire des compétences transversales pour pouvoir agir maintenant sur d'autres secteurs, sur d'autres métiers. Voilà, c'est sur lesquels on peut agir à moyen terme et à court terme. Thierry Geoffroy, vous croyez justement une conciliation possible un jour en France entre le monde de l'éducation nationale et celui des entreprises, changer le regard de l'économie, de l'entreprise
et pour aller jusqu'au bout du patronat, puisqu'on parle de patron en France encore aujourd'hui, de changer ce regard-là pour contribuer évidemment à une meilleure orientation? Je suis d'un naturel optimiste, alors je vous dirais oui. Évidemment que oui. D'abord, il ne faut pas penser qu'il y a une fracture, tout n'est pas parfait, mais il y a de telles belles choses de fait qu'il faut savoir les souligner. Oui, la lourdeur administrative mérite souvent, mais à côté de ça, j'ai tant de satisfaction avec les personnes que nous employons. Je préfère regarder la bouteille à moitié pleine qu'à moitié vide. C'est celle qui me déshydrate. Puis je voudrais vous donner une petite anecdote. Hier soir, avec le président de la région, on discutait de Canon, puisqu'il a été maire de Liffré à 30 ans d'ailleurs avant d'être président de région. Et donc, il a suivi le groupe Canon depuis pratiquement ses débuts, il y a une dizaine d'années. C'était déjà l'un de nos clients et les Japonais étaient émerveillés de ce qui se faisait à Canon en Bretagne. Et ils avaient un petit dicton très simple, ils disaient « mieux que nippon, breton ». Car en effet, la productivité à Rennes était supérieure à celle de Canon au Japon. Donc moi qui suis dans toutes les régions de France, c'est 13 je crois, je ne dis pas de bêtises, dans 25 pays, on n'a pas du tout à rougir de la main-d'œuvre bretonne, on peut en être fier. Quand on parle de l'attractivité, c'est l'attractivité des salariés, c'est aussi l'attractivité des entrepreneurs. Et j'étais il n'y a pas longtemps avec la BPI à Marseille, sans faire offense aux Marseillais, je disais, venez donc en Bretagne. Il est fait un temps formidable, les plages sont grandes et magnifiques, et la qualité de la main-d'œuvre est exceptionnelle. Alors, on a à concourir ensemble sur les chemins de la formation continue, l'alternance, et tout ce qui a été merveilleusement dit ici. Et puis, il faut être optimiste, et puis il faut être entreprenant. En fait, j'aime la preuve par l'exemple, donc il faut passer à l'action. Marie-Laure Collet, pour terminer, il nous reste 1 minute. Peut-être on n'a pas parlé de co-responsabilisation. On parle souvent de droit à l'employabilité comme si c'était seulement un droit. C'est un partage de responsabilités. On se dit souvent, ben voilà, c'est l'entreprise qui doit gérer la GPEC, les formations, les accords notamment seniors. Quand est-ce qu'on va revenir dans ce bon équilibre entre responsabiliser évidemment l'employé et l'employeur qui est déjà bien engagé? Alors ça, c'est une question d'éducation, très très tôt. C'est-à-dire que évidemment, trouver un métier n'est pas une fin en soi. Je l'ai un peu dit tout à l'heure. Je vais juste rajouter une chose. Alors, je ne sais pas si je vais répondre à votre question, mais c'est ce qu'a dit Thierry qui m'y fait penser. C'est que, évidemment, on met dans les mains des enseignants l'orientation et l'orientation vers un métier. Mais je vous rappelle que les enseignants ne connaissent pas l'entreprise. Les enseignants sont restés enseignants. C'est ce qu'on leur demande. Et à l'heure où les évolutions de métiers sont de plus en plus fortes, les métiers évoluent, il y a des nouveaux métiers qui apparaissent. D'ailleurs, on fait très peur. On dit que 50% des métiers de 2050 n'existent pas encore, ce qui est faux. Je vais prendre l'exemple des métiers de l'économie verte. Sur l'économie verte, il y a déjà 3% des métiers qui seront des métiers qu'on ne connaît pas, mais il y a 97% des métiers qu'on appelle des métiers verdissants. Donc des métiers qui existent actuellement et qui vont devenir verts avec ce bloc de compétences du développement durable. Donc il faut aussi décristalliser les grands effets d'annonce et qui font très peur. Donc les métiers se transforment. Donc un enseignant à qui on donne la responsabilité de l'orientation vers une filière ou vers un métier, moi je comprends qu'il soit perdu lui-même. Donc c'est pour ça que je dis qu'il faut repenser à la fois cette notion d'orientation par rapport au marché du travail et, comme le disait Farou, par rapport aux besoins des territoires. Donc laissons davantage d'autonomie aux régions et responsabilisons les jeunes très tôt sur le fait que leur carrière, c'est pas un gros mot la carrière, leur carrière est une affaire qui leur appartient et qu'ils ont besoin d'être accompagnés. Et nous, à l'APEC, on accompagne les cadres. Il y a d'autres structures qui accompagnent les non-cadres. Et il faut savoir solliciter les structures accompagnantes tout au long de la vie, parce que l'employabilité, elle est jusqu'à aujourd'hui 62 ans, demain 65 ans. Voilà, expression et retour d'expérience. Le directeur général de Naval Group et Jean-Yves Le Drian tiendront une plénière intitulée « La souveraineté européenne de la défense, enjeux industriels et géopolitiques » dans quelques instants. Cette plénière est également accessible par les balcons. Merci de votre attention. Voilà, pour la réclame, donc employabilité et formation avec Marie-Laure Collet, Thierry Geffroy, Faraf Deutko et Thomas Folicher. On peut les applaudir tous les quatre. Merci beaucoup pour vos expressions, merci beaucoup pour votre attention. Et la suite du programme, vous l'avez entendu en partie, et je vous renvoie bien sûr vers ce format papier et le site
www.fe-breton, bien entendu, .bzh.